Bonjour et bienvenue dans l'émission You Will Never Walk Alone sur YB Voice. C'est Yannick. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Colette Raymond. On va parler d'humanitaire. YB Voice. Bonjour Colette. Bonjour Yannick. Comment vous allez? Eh ben moi ça va. En ce moment, ça tout va bien? Mieux. On va dire ça va mieux, mais ça ouais. va. Colette, on va parler de vos actions humanitaires. Vous êtes une grande personne dans le monde humanitaire. Merci. À échelle locale et puis même à échelle personnelle. Je l'expliquerai un peu plus tard. Déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Eh bien, je suis Colette Raymond, bien sûr. Je suis mariée, j'ai 2 enfants biologiques. Et quand j'ai épousé mon second mari, nous avons eu des difficultés à avoir des enfants. Mais si vous voulez, depuis 35 ans, je suis toujours attirée par le travail humanitaire parce que j'estime que si on est sur Terre, c'est aussi pour aider les autres. Alors j'ai choisi bien sûr d'aider les enfants du Sri Lanka plutôt que les enfants d'ici. C'est un choix que j'ai fait quand j'ai adopté mes 2 petites filles. C'est une très belle introduction, Colette. Dans la première partie de l'émission, nous allons parler de votre histoire et de vos engagements dans l'humanitaire qui a occupé une grande partie de votre vie. Et ensuite, nous évoquerons un thème qui nous est commun à tous les deux puisque nos chemins se sont croisés. Oh oui. C'est un thème qui donne du bonheur, un bonheur inestimable à de nombreuses familles. Oui. C'est l'adoption. Oui, c'est vrai. Alors Colette, comme je le disais précédemment, vous êtes connue pour votre engagement dans l'humanitaire, notamment pour avoir été la présidente d'une association dédiée à l'adoption dans des pays comme l'Indonésie, le Sri Lanka et Madagascar. D'où est venue cette envie de s'engager dans l'humanitaire? Eh bien, quand je suis partie au Sri Lanka, j'ai découvert un pays magnifique, des gens formidables, des enfants superbes, mais à l'époque, c'était en 85, 86, c'était très pauvre. Et il y avait beaucoup d'enfants qui n'allaient pas à l'école, des familles étaient très 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 pauvres. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, j'ai adopté mes enfants, mais je ne veux pas laisser les autres à l'abandon. Il faut que je fasse quelque chose pour ces enfants. Même si, à mon niveau, je n'allais pas faire non plus changer le monde. Mais je me disais, le peu que je ferais, eh ben, ce sera ça que je ferai pour rendre à ce pays ce qu'ils m'ont donné. On en reparlera plus tard un peu de ce pays, de ce qu'il vous a donné. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos expériences, des aides et des actions que vous avez mises en place lors de vos voyages en mission humanitaire? Ouh là là, alors là, ça va être peut-être difficile parce que j'en ai fait tellement que je ne sais pas si je me souviendrai vraiment de tout. Plus marquants. Voilà, je vais vous citer les plus importants. Tout au début, c'est vrai qu'on s'est occupé d'un orphelinat où il y avait des jeunes filles qui n'avaient pas de parents, c'était une nonne qui s'en occupait, un médecin qui s'en occupait aussi. Donc on a fait beaucoup de parrainage. C'était la première des choses qu'on a commencé à faire, des parrainages pour que les familles puissent scolariser leurs enfants, puissent éventuellement les soigner, puisque ça aussi c'était quand même très difficile. Ensuite, nous avons étendu, bien sûr, cette action. Nous avons fait pas mal de choses différentes, bien sûr. La chose la plus marquante, celle qui m'a le plus marquée, ça a été au moment du tsunami. Au Sri Lanka, il y a eu un gros tsunami qui a dévasté toute la côte au Sri Lanka. Alors, on se disait que ces gens-là, déjà, qui n'avaient pas grand-chose, et là, ils avaient tout perdu. Donc, on a été très surpris de la générosité des gens. Ils connaissaient notre association, ils nous ont envoyé beaucoup d'argent. Et là, on a commencé par, bien sûr, distribuer des denrées alimentaires, des choses de première nécessité. On a soigné certains qui étaient blessés, mais il n'y en avait pas tellement. Il n'y avait pas tellement de gens blessés. Et puis, on a construit des petites maisons en bois. Et alors ça, ce qui avait été fantastique, c'est que les écoles en France se sont mobilisées, les mairies se sont mobilisées, et même la Société Générale, la société aussi, les banques. Et on a construit des petites maisons provisoires en bois, et chacune de ces maisons avec un nom.
Chacune des maisons avait le nom de la personne qui avait fait un don pour construire ces petites maisons. Et ça a été une chose exceptionnelle, parce que c'est vrai que les grosses associations sont venues aider, mais on donnait à ces gens-là des toiles de tente. Mais avec le pays là-bas, il fait une chaleur à crever. Et ces gens-là ne pouvaient pas vivre dans des toiles de tente. On s'est dit, mais c'est... Donc on a construit ces petites maisons en bois. Et puis après, au fur et à mesure que le pays nous a donné l'autorisation de reconstruire les maisons qui avaient été détruites, on a reconstruit des petites maisons qui ne nous coûtaient pas très cher. Elles coûtaient 3 000 € à l'époque. Mais c'était quand même des petites maisons où il y avait une chambre, un séjour, une petite véranda, la cuisine derrière. Bon, c'était quelque chose que les gens ont accueilli vraiment d'une manière formidable. Et ben voilà, donc ça fait partie de ce qu'on a fait. Alors bien sûr, on a fait plein de choses, mais je ne saurais pas dire tout ce qu'on a fait. Hein. Il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement que vraiment, ouais. Colette, les voyages humanitaires à travers le monde, c'est découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux paysages. Et malheureusement, c'est aussi, comme vous l'avez dit précédemment, c'est aussi faire face à la misère. Alors, est-ce que ces expériences vous ont permis de voir le monde d'une autre manière, avec un autre regard ? Eh bien, forcément, parce que nous sommes des privilégiés, nous, ici. Nous sommes des privilégiés, nous avons pratiquement tout ce qu'il faut. Nous avons une assurance maladie qui nous aide, qui nous couvre. Nous avons des hôpitaux à la pointe du progrès. Nous avons des services sociaux qui aident toutes les familles, que ce soit les handicapés, que ce soit... Vous voyez, on voit bien maintenant avec ce qui s'est passé pour le confinement, la générosité et puis l'élan de solidarité qui est arrivé pour s'occuper des étudiants. Là-bas, ils n'ont rien. Ils n'ont rien du tout. Et une chose qui m'a surprise, c'est qu'en 2007, quand je suis partie de la première association, j'ai fondé une deuxième association qui s'appelle Chetana, Enfants Espoir. Et c'est notre, comment je peux vous dire, notre Indrani, notre représentante au Sri Lanka, qui m'a fait découvrir qu'il y avait des enfants handicapés qui étaient gardés par leur famille, mais ils n'avaient aucune aide. Donc il fallait qu'ils se débrouillent avec ces enfants handicapés, il fallait qu'ils trouvent des moyens de les emporter. Pas de moyens pour les faire soigner, pas de moyens pour leur mettre des attelles, les faire opérer, etc. Et j'ai dit à Indrani, on va fonder cette association et on va s'occuper de ces enfants handicapés. Et c'est ce qu'on a fait, et c'est ce qu'on fait depuis 2007. Vous continuez encore aujourd'hui ? Bien sûr. On continue, on espère qu'on va continuer quand même longtemps, parce que là-bas, il y en a toujours. Alors, c'est vrai que ces enfants grandissent. Alors, ce qu'on a fait au départ, c'est que ces enfants étaient pas abandonnés, mais puisqu'ils étaient chez leurs parents, mais ils étaient isolés. Ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas qu'il y avait d'autres enfants handicapés, ils ne pouvaient pas aller à l'école, alors que l'école est obligatoire même pour les enfants handicapés, mais là-bas, il n'y a personne pour s'en occuper, donc voilà. Donc on a construit 2 écoles. Une première école, et là nous avons eu des problèmes. Deuxième école, les mêmes problèmes. Donc on a décidé de changer d'endroit et d'acheter une maison avec un grand terrain où nous avons fondé cette école Sitoum Patoum, où nous avons accueilli 14 enfants handicapés. Et pour ceux qui sont handicapés physiques, on leur fait des cours comme à l'école, on leur apprend à lire, à écrire. Pour ceux qui ne peuvent pas, on leur apprend à chanter, on les fait danser, voilà. Et ils sont ensemble, ils voient qu'ils sont ensemble. Et dernièrement, on a fait fusion avec une grosse association aussi au Sri Lanka qui s'occupe d'enfants handicapés, qui sont venus, qui ont l'intention, j'espère, parce que le confinement, là, le Covid, a tout arrêté. On avait tout démarré, ça allait démarrer, pour construire un bâtiment pour, comment on appelle ça, faire un centre d'éducation et de formation, voilà, un centre de formation pour ces enfants, parce que là, ils arrivent, ils ont 6 ans dans cette école, puis ils grandissent, et là, maintenant, on en a qui ont 20 ans, et on se dit, quand ils peuvent, ils pourraient apprendre un métier. Par exemple, on a une petite fille qui est handicapée des jambes, elle est intelligente comme c'est pas possible, elle adore l'ordinateur, donc on se dit, il faut lui apprendre
à jouer avec cet ordinateur. Et puis, elle pourra aller travailler dans une banque, ce qu'on a vu déjà qui a pu se faire. Voilà. Donc ça, c'est notre projet futur. On espère que ça va s'accomplir. Mais le Covid a tout arrêté. Donc, on a aussi lancé un SOS pour le Covid, pour les enfants là-bas et les gens qui n'avaient plus rien. Tout était fermé, donc ils n'avaient plus rien à manger. Tout est fermé, donc ils n'avaient plus de travail. Donc, on a distribué plein de nourriture, on a acheté de la nourriture, on l'a distribué, des médicaments, puisqu'ils n'en avaient plus non plus. On a fait des parrainages des personnes qui avaient tout perdu, leur boulot, il n'y avait plus rien. Donc on a parrainé les enfants pour arriver à leur faire un petit salaire. Voilà, et puis là on est toujours en train de dire, il faut, là quand ça va se finir, il va falloir recommencer, redistribuer un petit peu, et puis essayer de trouver du boulot à tout le monde. Voilà. Il y a, on va dire qu'il y a quelque chose qui se dégage en vous, c'est que vous êtes une femme avec du caractère. Est-ce que je me trompe ? Non. Je pense que j'ai bien trouvé. Et justement, votre caractère, votre détermination, est-ce que c'est venu avec le fait de se lancer dans l'humanitaire ? Est-ce que l'humanitaire, ça vous a aidé à vous forger ce caractère ? Non, je l'ai toujours eu, ce caractère. C'est en moi. J'ai appris à me battre tout le temps. Ça vient de mon enfance. Je suis née en Algérie. Et donc, là-bas aussi, c'était pas facile non plus. Mon papa était maçon. Donc, on n'avait pas non plus toujours de quoi... Voilà. Donc là, c'est pour ça que je comprends les gens qui n'ont pas grand-chose. Et voilà, je ne les rabaisse jamais. Au contraire, j'essaye de les aider pour les remonter. Et puis, partout où je suis allée, que ce soit à l'école, je me rappelle toujours avoir... je me suis bagarrée avec les garçons. J'étais toujours au top. Tout à l'heure, vous me faisiez une comparaison à la crise sanitaire actuelle. Quand vous voyez qu'en France, du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées psychologiquement, mentalement par cette crise sanitaire en France. Est-ce que vous, de vous dire que connaître la situation qu'il y a actuelle au Sri Lanka, ça vous aide aussi à relativiser un peu sur la situation actuelle ? Oui, ça m'aide à relativiser. Puis en même temps, je me dis que nos compatriotes ont aussi besoin ici d'aide. Alors ils en ont bien sûr, mais si vous voulez, on a décidé au sein de notre association de faire une action coup de cœur. Tous les ans, 1 ou 2 coups de cœur en direction des gens en France. Donc cette année par exemple, on a rempli 3 caddies de nourriture qu'on a donné à la banque alimentaire parce qu'on s'est dit la banque alimentaire elle distribue à tout le monde. Donc ça va bénéficier aux étudiants, ça va bénéficier aux Restos du Cœur, ça va bénéficier un peu à tout le monde. Parce qu'on ne se voyait pas choisir une association et dire on vous donne de l'argent comme ça. Voilà. Donc on s'est dit on va faire ce coup de cœur là et puis s'il y a besoin, on en fera d'autres. Alors jusqu'à présent bien sûr on faisait individuellement des caddies pour le Resto du Cœur, les machins. Mais là, on avait envie de faire quelque chose pour que ça puisse toucher plusieurs personnes, quoi. Voilà. On a essayé. Colette, on va passer à la deuxième partie de l'émission. On va parler justement de ce que je disais en début d'émission, d'un point qui nous est commun à tous les deux. Ouais. C'est l'adoption. Est-ce que vous, dans votre vie de famille, vous êtes passé par l'adoption en tant que parent ? Et oui, bien sûr, puisque comme beaucoup de parents, nous avons été en mal d'enfants. Donc au départ, c'est vrai que c'était pas facile parce qu'on s'est dit que c'était le parcours du combattant. Où aller adopter, on savait pas trop bien où. Et puis, comme je dis, des fois, il faut attendre que ça vienne. Et là, on a rencontré une famille, par hasard, qui rentrait du Sri Lanka avec un bébé et qui nous a dit, si vous voulez, moi, je vous aide à faire les papiers, à faire les trucs pour que vous puissiez aller adopter au Sri Lanka. On s'est dit, pourquoi pas. Nous, la couleur, c'était pas un problème. On s'est dit, le Sri Lanka, c'est fantastique. On s'est un peu mis au courant de comment ça se passait là-bas, etc. On a fait notre dossier, elle nous a aidés, effectivement.
On a eu la chance de tomber sur une avocate au Sri Lanka qui était très, 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 comment je veux dire, active et puis en même temps très honnête, on va dire, parce qu'elle a eu aussi des problèmes après, mais elle n'a jamais été ennuyée par la justice. Et puis, voilà, on est parti adopter notre première petite fille en 86, puisqu'elle est née en 86 janvier 86. Et ça a été un vrai bonheur. Ça a été notre soleil. On était partis à 4 familles et chacun avait un enfant dans les bras. Et je peux vous dire que ce moment-là, on ne peut pas le décrire. C'est le cœur, vous voyez, je suis émue parce que c'est le cœur qui parle. Et cet enfant, c'est notre enfant. Et comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on avait un médecin qui nous disait toujours « On préfère confier ces enfants à des étrangers comme vous, parce que vous, quand vous avez le bébé, c'est votre bébé. » Ici, si on donne cet enfant à un Sri Lankais, enfin une famille sri-lankaise, c'est pas pareil, c'est un enfant, on choisit, etc. Donc là, voilà, on avait ce bébé dans les bras, les 3 autres familles avaient leur bébé dans les bras. Ça a été un instant magique, mais tellement magique qu'avec ces 4 familles, on se voit toujours. On est toujours ensemble, les enfants se voient toujours. Tous les 6 mois, on se réunissait. On a passé les 10 ans de nos enfants au Sri Lanka, là-bas, parce qu'on s'est dit, on ne veut pas couper les racines, il fallait qu'ils soient là-bas. Et puis, 6 ans après, j'ai adopté la 2e petite fille, et ça a été pareil, un vrai bonheur, un vrai bonheur. Voilà. Toujours au Sri Lanka, la 2e ? Oui, toujours au Sri Lanka, parce que on avait, je ne veux pas dire une filière, mais comment je peux dire, une voie honnête qu'on avait testée et qu'on faisait tester aussi aux couples qui venaient nous trouver, parce que là, j'ai dit, moi, j'ai été aidée par une famille pour aller adopter ces enfants, donc moi, je veux essayer d'aider aussi des familles pour qu'ils aillent adopter dans des meilleures conditions possibles, dans la légalité, etc. Et c'est ce que j'ai fait pendant 25 ans, plus de 25 ans. C'est mon âge, quasiment. Et bien c'est ça. Et ben voilà. Donc tu as fait partie de ces enfants qu'on a ramenés, toi, de Madagascar. Alors c'est vrai que pour le dire aux auditrices et aux auditeurs, donc moi j'ai été adopté et mes parents sont passés justement par l'association dont vous avez été présidente pour adopter. D'ailleurs, j'ai une petite question de ma maman. Oui. Il y a une phrase qui lui a marqué à l'époque, dans les années 90. C'est que vous avez dit que le Sri Lanka, c'est comme votre 2e pays. Exactement. Alors pourquoi ? Parce que je m'y sens bien. D'abord, c'est le pays de mes filles. Donc voilà, c'est le pays de mes filles. Donc c'est devenu mon pays. En plus, quand je suis là-bas, je suis bien. Je me sens bien. J'adore les Sri Lankais. Ils sont gentils comme tout. Et alors, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre. Mais à tel point, je suis tellement heureuse de ce pays, je suis tellement amoureuse de ce pays, on va dire, qu'avec mon mari, on a pu se marier que civilement, puisque à l'époque, j'étais divorcée. Quand mon ex-mari est décédé, j'ai été considérée comme veuve, donc je pouvais me marier religieusement. Et on a choisi avec mon mari de se marier au Sri Lanka. C'est super beau. Ah ouais. Et je vous dis, ça a été aussi un moment vraiment, tous nos amis sri-lankais sont venus, c'est eux qui ont organisé le mariage. Nos amis français, moi je leur avais envoyé juste un petit papier pour dire voilà, on va se marier au Sri Lanka, soyez avec nous en pensée, tout ça. Ils ont dit non, on ne va pas être en pensée, on va venir. Donc ils sont tous venus et on a fait un mariage génial. J'ai eu la chance d'avoir ma fille aînée qui est venue là-bas. La petite, elle venait juste de trouver du travail, elle n'a pas pu venir, mais voilà. C'est pour vous dire à quel point j'adore ce pays. Et je pense qu'on arrêtera d'aider ce pays quand je serai avec une canne. Je ne pourrai plus aider. Et surtout, si notre amie Indrani arrête. Parce que si elle arrête, on ne pourra plus rien faire là-bas. Mais certainement que la relève sera prise aussi avec le temps. Je sais pas, parce que trouver une dame comme elle, c'est difficile, parce qu'elle est aussi elle fait des trucs humanitaires, elle a le cœur. Voilà, c'est le cœur qui parle avant, comme j'ai dit toujours, il faut faire les choses avec le cœur avant de penser avec la tête.
Une fois que tu as fait avec le cœur, après tu te dis, la tête, on va se débrouiller. On a fait avec le cœur, maintenant on va se débrouiller pour trouver, pour faire avec la tête. Et c'est ce qui arrive, et c'est ce qu'on fait à chaque fois. Quand vous avez adopté au Sri Lanka, vos filles, elles avaient quel âge ? 2 mois. 2 mois, donc elles n'étaient pas encore conscientes Pas du tout. qu'elles étaient mises au monde et qu'elles étaient nées au Sri Lanka. Donc pour elles, leurs souvenirs sont en France. Oui. Et est-ce que, même si ma question peut paraître bête, est-ce que du coup vous avez estimé logique que vos filles puissent retourner sur leur terre ? Ah oui, moi je dis qu'il faut qu'elles aient leurs racines. Je ne pouvais pas me permettre de couper le pont avec leur pays, c'est leur pays d'origine. D'ailleurs, on leur a toujours dit, d'ailleurs elles le voyaient parce qu'elles n'avaient pas la même tête. La même couleur de peau. On leur avait toujours dit qu'elles venaient du Sri Lanka, qu'elles avaient dans leur chambre des objets du Sri Lanka, elles ont leur dossier toujours prêt. C'est comme ça que la petite a pu aller retrouver sa maman biologique. Donc on leur a jamais caché et pour moi c'est important. D'ailleurs je l'avais dit au commissionnaire, donc c'est le directeur de la DAS là-bas, je leur avais dit mais faut pas avoir peur de nous qui venons adopter parce que vous perdez peut-être un enfant mais vous gagnez une famille. Et ça ils avaient apprécié. Et c'est vrai parce que pour moi, quand je vais chez Indrani, c'est comme chez moi. J'ai mon copain qui est dans une agence de voyage, c'est pareil. Voilà, c'est la famille là-bas. Et j'adore ce pays. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. Là, on est là sur les starting blocks parce que on peut pas y aller parce que c'est tout fermé. Dès que la situation sanitaire, dès que ça va s'ouvrir, on y va. Ah oui, on retourne tous les ans, même 2 fois par an. Et est-ce qu'à un moment de leur vie, vos filles, elles se sont posé la question de savoir qui était leur géniteur ? Bien sûr. La grande, elle n'a pas voulu savoir. La grande, elle a dit qu'elle ne voulait pas embêter sa mère, que sa mère avait eu ses raisons pour la laisser, donc elle avait fait une croix dessus, il n'y avait pas de problème. Et la petite, à un moment donné, elle a fait un peu, je pense, comme toi, un petit peu de spleen, un petit peu de problème, et elle n'était pas très bien ici, donc un jour, on l'a obligée à venir en France avec nous, en Sri Lanka avec nous, et je pense que ça a été un déclic, puisqu'arrivée là-bas, là, ça, je peux te dire que ça fait un coup, quand elle est arrivée là-bas, elle a décidé de retrouver sa maman, comme ça. Alors, est-ce que je peux aller voir l'orphelinat où j'étais ? Oui, il n'y a pas de souci. Donc, on est allé avec Indrani, on a rencontré la mère supérieure, on a rencontré la nurse qui lui a dit si tu étais en 85 et 86, j'étais là, c'est moi qui me suis occupée de toi. Et elle lui a montré là où elle était. Et donc, elle a dit est-ce que vous avez l'adresse de ma mère ? J'aimerais bien la rencontrer. On lui a dit écoute, on ne peut pas faire comme ça d'un coup, parce que d'abord, on ne sait pas si elle est toujours vivante, puisqu'il y a eu le tsunami qui est passé là-dessus et tout. On ne sait pas si elle va vouloir accepter de te rencontrer, donc c'est difficile. Donc il faut attendre, il faut voir, il faut chercher, il faut voir. Donc on était partis, moi persuadée qu'on allait revenir en France et que 2 ou 3 mois après, on nous dirait de repartir si on l'avait trouvé. 2 jours après, Indrani m'appelle en me disant on a retrouvé la maman, elle est d'accord pour rencontrer Karine, donc rendez-vous à l'orphelinat. Là c'est un peu dur, parce que tu te dis comment ça va se passer ? Est-ce qu'elle va vouloir retourner avec sa mère ? On ne sait pas. On ne sait pas comment la réaction va être. On a un peu peur comment va être la maman quand elle va avoir sa fille et tout ça. Ça a été génial. Génial. Cette maman a été, mais alors, d'une classe, elle lui a dit à sa fille, tu as eu la chance d'avoir des parents qui t'ont aidé, qui t'ont scolarisé, qui ont fait de toi ce que tu es devenu là maintenant. Tu leur dois le respect. Et tu leur dois beaucoup d'amour. Écoutez, là, ça fait des trucs, hein. Mais bon, c'était un beau moment. C'était un très, très beau moment. Elle a pris des photos, mais voilà, ça lui a suffi. Elle n'a plus voulu après l'embêter. Elle a dit, non, ça y est, j'ai vu, c'est bon, tout est bon. Parce qu'en fait, je tiens à le préciser, moi ça m'arrive très souvent et beaucoup dans ma jeunesse on m'a posé la question, forcément comme j'ai pas la même couleur de peau que mes parents, on m'a souvent posé la question Bien sûr. Qui sont tes vrais parents ? Et je sentais qu'au fond la question n'était pas déplacée,
C'était juste, bah voilà, Oui, est-ce par que tu curiosité. connais tes Bien géniteurs? sûr. Et moi, je répondais toujours, bah mes vrais parents, c'est ceux qui m'ont élevé, ceux qui m'ont éduqué, ceux qui sont en France, c'est ceux qui m'ont adopté. Et bah en fait, la personne qui m'a mise au monde, bah c'est ni plus ni moins que ma génitrice. Exactement, ouais, En c'est fait. vrai. Bien sûr, bien sûr. Et ça, tu l'as accepté? Tu l'as accepté de... Alors en fait, moi, jusqu'à mes 18-19 ans, j'y avais jamais vraiment pensé. Ouais. En fait, pour moi, ma vie était en France. Alors, bien évidemment, bah, comme vous avez fait avec vos filles, je suis retourné au pays. Ouais. J'ai vu la misère. Voilà, ça c'est encore pire qu'au Sri Lanka. Hein. Et surtout, voilà, à Madagascar. Madagascar, parce que voilà, on le rappelle, moi, je viens du pays de Madagascar. Et en fait, ça m'a marqué, par exemple, je me rappelle de ma première arrivée à l'aéroport avec mes parents. Je voyais des enfants venir demander si on avait à manger, et c'était même pas forcément de l'argent, Non, comme c'était- par exemple, si je fais une brève comparaison en France, bah, c'est les SDF en fait qui Voilà. demandent de l'argent. Voilà. Et bah là en fait c'était un choc total où je voyais des enfants plus âgés que moi demander à manger. Et je m'étais dit en fait automatiquement, je me souviens m'être dit, j'ai échappé à la misère. Voilà. C'est Voilà. ce à quoi j'ai Tout à échappé. fait, tout à fait. Et puis, il y a aussi, un peu plus tard dans le séjour, on avait pris un avion pour aller sur l'île Sainte-Marie, Ouais. à Madagascar. Et puis, ma maman, je me souviens, à l'aéroport, elle a eu, alors on va dire, le bonheur et le malheur, mais je vais m'expliquer. En fait, elle a donné une petite voiture à un enfant à l'aéroport. Ouais. Parce que, alors, forcément, bah voilà, quand on va dans un pays pauvre, le but, c'est de ramener aussi un maximum d'objets pour... Voilà, pour distribuer. Voilà, pour oui, distribuer. oui, ben, on l'a fait nous aussi au Sri Lanka, il n'y a pas de souci. Et puis, elle a donné une voiture à un enfant. Et là, d'un seul coup, il y Tous ils a... sont arrivés. Il y a 10, 20, 30, 40, Eh 50 enfants qui sont arrivés. Eh ouais, Et heureusement qu'elle avait un carton pour pouvoir donner à tout le monde. eh ouais. Eh Mais ouais. et c'est là que je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment la La misère. la totale. misère. Et Ah puis moi, derrière, en France, après, voilà, on a nos caprices d'enfants Bah oui, comme tout le finalement monde. élevés à l'européenne. Voilà, bien sûr. Et des fois, on va se plaindre de certains éléments et de se dire, bon, ben, Ça on va- relativise beaucoup de choses. Hein. Et exactement. tu as bien fait de retourner dans ton pays parce que tu as vu un peu de près la misère. La misère. Voilà. Ouais. Et du coup, pour en revenir en fait à votre question, quand j'ai fini une partie de mes études supérieures, quand j'ai fini mon BTS, c'était en 2018, j'avais passé des concours et je suis parti en école de commerce sur Paris. Mhm. Et puis en fait, il y a eu un moment choc. Alors, c'était pas voulu, mais à cette période-là, c'était un peu... mes amis avaient tous entre 18 et 22 ans. Mhm. Donc forcément, c'était les premières grosses soirées d'anniversaire. Et puis... ouais. Eh ouais. Et puis on remet les photos on va dire, de naissance et tout ça. Mhm. Et puis il y a un soir, j'étais allé à une soirée d'anniversaire chez des amis à mes parents. Et c'était aussi l'anniversaire de leur fils ce soir-là. Donc il y a eu une séance de diaporama. Et je me souviendrai toujours parce que, en fait, à ce moment-là, il y a les photos de naissance. Et moi, à ce moment-là, je voyais tout le monde pleurer dans la salle en disant « Ah, je me souviens de la naissance Eh ben oui, de la eh petite, ouais, tout eh ça. ouais. » Et là, je me suis dit, c'est vrai que moi, mes photos, c'est soit quand j'étais au centre Aina, donc dans le centre Ouais. par lequel aussi je suis retourné Ouais. quand j'étais en voyage à Madagascar. Et là aussi, ça m'avait marqué de voir tous ces enfants Mhm. Mhm. sans parents. Et je me suis dit, en fait, voilà, j'ai pas de photos de naissance, Eh oui, eh oui. pas de photos à la maternité. Eh non, eh non. Classique, et j'ai l'impression que mm. ma vie, je suis né avec des habits. C'est oui, tout oui. bête. Et au centre Aïna, tu n'as pas essayé de rechercher dans les archives du centre Aïna? Non, Parce que tu sais, c'est Fafa qui avait fondé ça. alors non, Non, tu n'as pas demandé. j'ai pas recherché en fait Peut-être que tu aurais pu avoir, peut-être. J'ai regardé sais en pas. fait, du coup, voilà, quand j'étais sur Paris, suite à cette soirée, en fait, j'ai développé un peu un espèce de manque en moi, de se dire, Mhm. voilà, il me manque quelque chose, je veux savoir en fait qui m'a mis au monde, quoi, oui, dans bien quelles sûr. conditions. Et c'est une question qui maintenant, aujourd'hui, j'ai fait le deuil de cette question et me dire que, voilà, au final, j'ai quand même une très belle vie. Et justement, quand je me suis posé des questions sur l'adoption, j'ai demandé à mes parents, voilà, est-ce que je peux avoir les dossiers d'adoption comme mes parents
garde tous les dossiers, tous les C'est papiers. très bien. Ils m'ont dit, bah voilà, le premier papier officiel sur toi, c'est un rapport de police qui dit que tu as été abandonné dans la rue. Alors c'était Mahavoki, dans le quartier de Bezzaretti, à Antananarivo, la capitale de Madagascar. Ouais. Et voilà, c'est un monsieur qui t'a pris et qui t'a débossé dans le centre. Et fin de l'histoire. Voilà, et oui. Sous X. Et donc Madagascar, là, c'est souvent ça. C'est souvent ça. Et ouais. Alors, du coup, je me suis dit, bah, plus tard, voilà, bah, pourquoi pas essayer de retrouver mes géniteurs, surtout même du moins ma génitrice, parce que je sais pas si c'était une femme abandonnée ou quoi que ce soit. Oui, c'est ça, ouais. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, ça va être comme en France. Faire des recherches, puis ça va se trouver facilement. Ben non, sauf qu'à Madagascar, c'est pas les mêmes moyens. Non. Et mon papa, au bout d'un moment, quand parce que j'ai vécu du coup une grosse dépression derrière, c'était dur à prendre émotionnellement, à l'accepter. Mon papa m'a dit, bah, le seul moyen, il a été cash, le seul moyen pour retrouver ta génitrice, c'est de faire un test ADN à toutes les femmes de l'île. Un peu compliqué. Il a de l'humour. Il a de l'humour, ça a été un peu compliqué. Remarque, je vais te dire, au Sri Lanka, en parlant justement de... Quand on parle d'adoption, c'est toujours des choses illégales, des machins, etc. Et moi, ça me gonfle. Mais ils avaient justement essayé de faire ça parce qu'ils avaient accusé à un moment donné que des enfants avaient été volés dans les maternités. Et donc, les mamans qui se plaignaient de ça ont dit... Eh bien, on va se faire des tests ADN et les enfants qui recherchent leur mère biologique, ils vont se faire aussi le test ADN. On peut retrouver les mamans comme ça. Ce qu'il y a eu comme suite, je ne peux pas te dire, mais voilà, ça peut aussi aider. Mais bon, avec Madagascar, je ne pense pas que ce soit aussi là maintenant. Le Sri Lanka, ça va très très bien, hein, ça marche bien maintenant. Ouais. Mais là, Madagascar, c'est différent, on va dire. Alors après, bah, du coup, toujours pour continuer en fait sur l'adoption, pour en revenir en fait justement à cette période-là, en fait, je culpabilisais aussi de me dire, bah, par rapport à mes parents, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, et ça je l'ai compris, on va dire tardivement, c'était jamais une question que je me suis posée, donc je vais vous la poser. En fait, je sais que adopter, ça se fait pas en 5 minutes. Non. Ça se fait en plusieurs années. Comme je t'ai dit, c'est un parcours compliqué. Du combattant. Parcours du combattant. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre parcours du combattant ? Eh ben, le parcours du combattant, moi je te dis, j'ai eu de la chance, on va dire, de rencontrer ces gens-là qui m'ont guidée dans les démarches. Et après, nous, on a fait la même chose avec tous les autres couples. Mais ça commence par te dire, il faut obtenir l'autorisation en France. Donc c'est à la DAS, maintenant la DIS, je ne sais pas comment on dit, qui donne l'agrément. Alors cet agrément, il faut bien sûr remplir un dossier, il faut rencontrer l'assistante sociale qui pose des questions des fois. Voilà, et puis voilà, et une fois que le dossier est passé en commission, alors on donne l'agrément ou on ne le donne pas. Quelquefois ils le donnent tout de suite quand ils voient que tout va bien, d'autres fois quand ils se posent des questions, ils refont un rendez-vous, etc. Donc déjà là, pour obtenir l'agrément, il faut déjà pas mal de temps. Normalement, c'est 1 an pour obtenir l'agrément, parce qu'ils disent que ça fait le temps d'une grossesse. Après, il faut que vous choisissiez le pays d'origine ou le pays où vous voulez aller adopter. Parce que il faut savoir, parce que les dossiers ne sont pas les mêmes d'un côté comme de l'autre. Bon. Alors pour le Sri Lanka, je parle du Sri Lanka parce que c'est ce que je connais le mieux. Il fallait donc refaire un nouveau dossier. Alors, plein de papiers, bien sûr, acte de naissance, mariage, autorisation, tout ça. Le faire traduire en anglais, le déposer à l'ambassade du Sri Lanka, qui, eux, devaient le tamponner, ce dossier, s'ils étaient d'accord avec, ou s'il manquait des papiers, il fallait qu'ils le fassent. Il fallait le faire en 2 ou 3 exemplaires, ce dossier. Ensuite, il fallait attendre, bien sûr, qu'un enfant nous soit proposé. Donc on avait, nous, à cette époque, la chance d'avoir un monsieur en Hollande qui avait une association et qui travaillait avec l'avocate qui s'occupait d'adoption au Sri Lanka. Donc ce monsieur, un jour nous appelle, 3 mois après qu'on ait eu l'agrément. C'est pour ça que je dis j'ai été très chanceuse parce que ça a été rapide. Et on était ces 4 familles. On est partis, on était à 4.
Donc on est parti au Sri Lanka avec nos dossiers, nos peurs, nos espérances, voilà. Mais on était à 4, donc c'était bien parce qu'on pouvait discuter, on pouvait parler un peu. Donc on a été reçus dans un hôtel à Colombo. L'après-midi même, on a été chez l'avocate où on a déposé le dossier qu'on avait. On a refait encore un dossier. Et elle nous a présenté les bébés, puisqu'il y en avait 4, même 5, puisqu'il y a un couple qui avait pris 2 enfants. J'ai eu ma fille dans les bras et voilà, ça y est, c'était ma fille. Mais le problème, c'est qu'on ne pouvait pas la voir tout de suite. On était obligé de la rendre à la maman. Et il a fallu attendre après. Alors, il a fallu aussi aller au Probation Office, qui est le service social, où il a fallu aussi déposer le dossier. On a été un entretien avec l'assistante sociale de là. Et puis ensuite, il a fallu attendre le rendez-vous au tribunal. Donc pendant tout ce temps-là, ce que je trouvais qui était super bien, c'est que l'agence de voyage qui nous a reçus, qui est venue nous chercher à l'aéroport, nous a posé à l'hôtel, qui nous a emmenés un peu partout, en attendant le rendez-vous, nous faisait visiter l'île. C'est comme ça qu'on a découvert un peu le Sri Lanka, la misère, la beauté de ce pays et la gentillesse de ces gens-là. On a eu ce premier choc là qui a été super. Et puis donc le rendez-vous au tribunal, où là, il y avait la maman avec le bébé et nous, plus l'avocate, plus les juges, etc. Donc là, pareil, le dossier qu'ils épluchent, qu'ils regardent, ils posent des questions. Alors, comment vous avez l'intention de considérer cet enfant ? Alors là, tu sais, tu te demandes, qu'est-ce qu'il faut dire ? Écoutez, voilà, c'est un enfant, on va l'aimer comme notre enfant. Ah bon, d'accord, très bien, bon, paf. Et puis, on nous donne les papiers d'adoption, et puis voilà. Et après, on prend le bébé et on rentre à l'hôtel avec notre bébé. Et c'est là que commence, pour ceux qui n'ont jamais eu d'enfant, l'apprentissage du bébé. Mais comme on était à 4 familles, j'étais la seule à avoir déjà eu des enfants. Donc j'ai pu voir avec les autres ce qu'on a pu faire. Non, j'étais pas la seule, on était 2. Donc on a pu s'entraider, etc. Et voilà. Et je peux te dire que c'est quand on est monté dans l'avion, que l'avion a décollé, on s'est dit, ça y est, c'est la nôtre et elle est à nous. Et voilà, on ne pourra pas nous l'enlever, elle est à nous. Et alors je vais te dire une chose qui a été fantastique, parce que tu sais, tu as toujours peur aussi que les enfants se sentent pas bien avec les parents et que bon, il y a des trucs, tout ça. Et un jour, on fêtait les 10 ans des enfants. Donc on avait amené les 5 enfants, et on était les 4 familles. On était allé manger au restaurant, on nous avait fait un gâteau, l'anniversaire, tout ça, on avait tout fait pour les 10 ans. Et puis au retour, on prend le van qui nous emmenait à l'aéroport. Et comme c'était au moment où il y avait la guerre, encore au Sri Lanka, il y avait ce qu'on appelle les checkpoints. C'est à chaque fois l'armée qui nous arrête, qui regarde dans le machin, qui nous fait prendre les papiers, descendre les papiers, etc. Donc là, on arrive au checkpoint, il y avait des voitures devant nous. Alors les papiers, les machins, on les faisait mettre sur le côté. Nous, on nous fait avancer. Le gars nous regarde et nous dit passer. Alors il y a un des petits garçons qui dit maman, pourquoi à nous, ils nous laissent passer comme ça ? Alors elle dit parce qu'ils ont vu qu'on était blancs. Oh, on a de la chance, maman, d'être blanc. Et c'est un petit tout noir, tu sais, mais vraiment noir. Éclat de rire général dans le bus parce qu'on s'est dit c'est trop beau. Il se sent vraiment, voilà, il se sentait vraiment en appartenance à la famille. Ouais. Voilà. Donc ça a été, c'est un cadeau. Quand on a ça, c'est un cadeau. Voilà. Et pourtant, en fait, l'adoption, je le sais aussi par de situations dans mon entourage, pas tous les couples vont au bout des démarches. Ça peut être dur psychologiquement. Et vous, quand vous avez été présidente justement de l'association qui était dédiée à l'adoption, est-ce que ça vous est arrivé d'avoir aussi des couples qui ne sont pas allés au bout de la procédure ou leur dossier a été refusé ? Alors non, pas refusé. C'était nous une fois, on avait un couple où on avait l'impression on ne se sentait pas. On ne le sentait pas parce qu'on s'est dit, le faire partir au Sri Lanka, les gens n'ont pas l'habitude de voyager comme ça va être un peu difficile. Ils avaient obtenu l'agrément, donc on ne se voyait pas dire il ne part pas ou n'importe. Mais on a eu le truc de les appeler, de les rencontrer 2 fois. Parce qu'on s'est dit, il faut qu'ils comprennent ce que c'est. Et donc, ils ont bien compris tout ce qu'il y avait. Et bien, je peux te dire que ça a été le seul couple qu'on a eu qui est parti au Sri Lanka
avec tout ce qu'il fallait pour prendre soin d'un bébé au cas où ça aurait été un enfant chétif, qui n'était pas bien. Ils avaient tout emmené, tout ce qu'il fallait. On a été bluffés. On s'est dit, ben, vous voyez, comme quoi, des fois, on pense à des choses comme ça et en fait, c'est pas vrai. Ces gens-là, ils ont été géniaux. Et d'autres fois, là, pareil, on s'était dit, oulala, là, ils vont refuser l'enfant. Parce que c'est une dame qui vient me voir et elle me dit, Colette, je suis désolée. Elle dit, mais je viens d'apprendre, je suis enceinte. Parce que c'est souvent, les gens arrêtent la procédure parce que au moment où ils font la procédure d'adoption, le cerveau lâche et puis ils tombent enceintes sans savoir. Et donc elle me dit, voilà, je suis enceinte, alors qu'est-ce que je fais? Je dis, écoute, ça c'est un problème que tu dois résoudre toi-même. Je dis, parce que je ne vois pas ce qu'on peut faire. Alors elle me dit, oui, mais tu comprends, parce qu'on lui avait déjà attribué un enfant. Alors elle me dit, tu comprends, moi ce qui m'ennuie, c'est que je vais enlever un enfant à une autre famille peut-être qui a besoin d'un enfant, alors que moi je vais en avoir un. Je dis, attends, tu n'enlèves pas d'enfant, puisqu'il a déjà été attribué, il est déjà pour toi. Je dis, alors je dis, mais c'est à toi à savoir si tu veux 2 enfants en même temps. Je dis, tu te rends compte, tu vas avoir 2 bébés en même temps? Elle me dit, ah non, moi ça ne me gêne pas, je les veux les 2. Elle est partie, elle a adopté son bébé, elle a élevé les 2 filles, elle a eu 2 filles comme des jumelles. Et si tu les vois, les 2, elles sont ravissantes, fantastiques. Voilà. Tu vois, c'est pour ça que je dis, il y a des histoires qui sont magnifiques, magnifiques. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas très belles. Alors des fois, on essayait d'écarter ces gens-là parce qu'on trouvait que ce n'était pas très bien. Après, dans l'adoption, chaque histoire est différente. Mais oui. Par contre, oui. Là, je vois dans vos yeux, et puis c'est pareil pour tous les parents qui ont adopté, ça reste un moment en fait inqualifiable, c'est un moment de bonheur. C'est un bonheur. C'est un truc qui t'arrive comme ça au moment où tu te disais, mais je vais pas pouvoir, ça va pas se faire. Et puis plaf, tu te trouves avec un bébé dans les bras. Mais c'est génial, c'est fantastique. Alors je peux te dire, moi je peux te parler de ça, parce que comme j'ai eu 2 enfants biologiques, la peur que j'avais quand je suis partie pour adopter, c'était que je n'aime moins mes enfants biologiques, moins mes enfants adoptifs, que mes enfants que j'ai aimés biologiques. Et je me disais, si je les aime pas, je fais comment? Eh bien, je peux te dire que quand je les ai eus dans les bras, ça a été la même chose que si je les avais fait. Pareil. J'aimerais revenir sur un point, Colette. Moi, c'est une petite anecdote, on va dire plutôt sympa. C'est mes parents, en fait, quand ils sont partis du coup pour de bon pour aller me chercher, fallait qu'ils prennent un 3e billet d'avion. Mais du coup, c'est-à-dire qu'ils ne m'avaient pas. Et bien sûr. Pour le retour. Pour t'emmener, bien sûr. Est-ce que vous, ça vous a fait bizarre la première fois que vous aviez adopté, que vous alliez partir, mais que vous avez dû réserver un billet parce que vous allez chercher une personne? Et oui, parce que nous, on l'a fait. Alors attends, si je me rappelle bien, on a fait la réservation. Non, c'est là-bas, au Sri Lanka, qu'on l'a faite. Hein. On l'a faite au Sri Lanka. On a réservé au Sri Lanka le billet d'avion. Mais moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'elle avait un passeport. Elle avait son passeport avec une petite bouille, là. Elle était bébé, elle avait sa photo comme ça. Et puis sur le passeport, c'était marqué son nom son nom à elle. Prénom qui était son prénom, il y avait pas. Et elle était sri-lankaise. Elle avait ce passeport sri-lankais. Et ça m'a choquée parce que je me disais, mais elle est à moi. J'ai les papiers comme quoi elle est à moi. Mais je ne pouvais pas le faire parce qu'il fallait que je vienne en France et faire les papiers d'adoption en France pour qu'elle puisse être inscrite sur mon livret de famille. Et après, une fois qu'elle est inscrite sur le livret de famille, on pouvait lui faire le passeport ou la carte d'identité en tant que française. C'est pareil pour moi, j'ai toujours mon passeport malgache. Mais nous, on l'a gardé parce que c'est trop chou. Hein. J'ai là et j'ai dit aux filles, c'est là, si vous les voulez. Non, elles préfèrent qu'on garde comme ça, on ne perd pas et tout. Et est-ce qu'elles ont gardé la nationalité sri-lankaise? Non, elles n'ont pas voulu, mais elles pouvaient le faire. Alors, c'est marrant parce que c'est moi, j'avais fait la demande si je pouvais avoir les 2 nationalités, si je pouvais avoir la nationalité sri-lankaise, que je voudrais. Hein, si on me proposait, je serais sri-lankaise aussi. Hein, mais je garde mes 2 nationalités. Et le commissionnaire nous avait dit, mais c'est pas compliqué. À partir du moment où elles sont nées au Sri Lanka, elles vont au service de l'immigration. Elles payent,
il faut tout payer. Elles payent et elles ont la nationalité sri-lankaise. Voilà, donc c'était très facile à l'époque. Maintenant, je ne sais pas. Maintenant, je n'ai pas demandé, je ne sais pas si c'est toujours pareil. Mais avant, c'était très facile. On pouvait très bien avoir la nationalité, les filles avoir les deux nationalités. Mais elles n'ont pas voulu. C'est pas grave. Elles sont françaises. Voilà. En étant membre d'une association pour l'adoption, est-ce que vous aviez conscience d'avoir rendu des couples heureux de devenir parents ? Ah oui, ah oui. Ah ça, je peux te dire que oui. On a eu beaucoup de soucis de temps en temps, bien sûr, parce que c'était surtout des soucis administratifs. Les gens nous étaient reconnaissants de leur avoir facilité les démarches, les avoir aidés tout au long de l'adoption, d'avoir été reçus au Sri Lanka, parce que là-bas, quand ils étaient reçus, c'est Indrani qui les recevait, qui les logeait chez elle ou dans un hôtel, comme ils voulaient, qui après les emmenait un peu faire les démarches dans tous les endroits où ils devaient aller. Donc, ils n'avaient rien à faire. C'était vraiment cool, quoi. C'était une adoption cool. Mais voilà, donc moi je pense qu'ils étaient contents et reconnaissants. Alors il y avait bien sûr des soucis administratifs, c'était un problème, mais on avait le juge au tribunal, il y en avait un, je pense qu'il était contre l'adoption, il trouvait toujours des problèmes avec les papiers. Et à un moment donné, on avait nous les actes de naissance qui étaient en couleur. Au départ c'était couleur jaune ou rose, je ne sais plus quelle couleur, et les derniers temps on leur faisait en blanc. Eh bien, monsieur ne voulait pas que ce soit en blanc, il voulait en rose ou en jaune. Alors, on était obligé d'ici de demander un acte de naissance pour les gens, de le faire sur papier rose, on leur disait faites sur le papier rose, et leur envoyer en catastrophe là-bas au Sri Lanka. Et après, quand on a expliqué ça à l'ambassade de France, elle m'a dit ne vous inquiétez pas, quand c'est comme ça, vous leur dites de venir à l'ambassade. Elle prenait du papier rose, elle mettait l'acte de naissance, elle faisait la photocopie et la photocopie sortait, ça sortait l'acte de naissance tout rose. Voilà. Et toujours des petits problèmes comme ça qu'il y avait administratifs. Mais sinon, je pense que tous sont rentrés heureux et contents et reconnaissants. La preuve, c'est qu'ils sont toujours adhérents à leur association. Et moi, il y en a quelques-uns qui sont venus me rejoindre dans ma nouvelle association et qui sont toujours là et avec Indrani, on a pu retrouver certains parents, certaines mamans biologiques grâce à Indrani. Voilà, des enfants retrouver leur maman biologique grâce à Indrani. Alors on continue donc à le faire parce que voilà, c'est un truc qui nous tient à cœur et rendre service, ça se fait aussi pour ça. Il y a beaucoup d'émotions dans vos paroles. Oui. Mais vous voyez, quand je parle beaucoup d'adoption et tout, j'ai la gorge serrée. Et je trouve que c'est dommage que ça n'ait pas continué, quoi. Alors c'est bien pour le pays, mais le problème avec ce pays-là, et je le dis, c'est pas que je l'invente. Au départ, en 85 déjà, on avait les journaux au Sri Lanka où on faisait état de bébés jetés dans les rivières ou jetés dans les tas d'ordures parce qu'il fallait se débarrasser de ces enfants. On ne pouvait pas les garder. Parce que la fille avait été trompée par son copain ou elle avait été violée par je ne sais pas qui. Donc on se débarrassait du bébé. Quand l'adoption a été permise, on n'a plus vu ça dans les journaux. Les enfants étaient confiés à l'avocate qui les fait passer à l'adoption. Et donc ça allait très bien. Quand ils ont décidé d'arrêter l'adoption au Sri Lanka, ça a recommencé. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le médecin. Le médecin qui nous a dit, Madame Raymond, ça recommence comme en 85-6, on retrouve à nouveau des bébés jetés dans les machins. Et ça me fait mal au cœur. Parce que je me dis, s'ils ne peuvent pas les adopter dans ce pays-là, qu'ils en donnent aux familles qui en ont besoin. Ces enfants, ils ne seront pas morts comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Colette, j'ai une dernière question oui. Pour vous. Si vous deviez résumer votre parcours dans l'humanitaire en un mot, ça serait lequel ? Un seul mot, c'est difficile, parce qu'il y a plein de mots qui se bousculent. Le premier, c'est l'amour de ses enfants. Ça, c'est sûr que c'est... Moi, quand je fonds quand je vois des enfants, et en plus, quand ils sont malheureux, alors je fonds encore plus. Qu'est-ce que je peux dire encore ? L'amour, c'est l'amour, c'est...
avec l'amour, on déplace des montagnes, on fait plein de choses. Hein? Tu crois pas? Bien sûr. C'était le mot de la fin. Eh bien, merci Colette d'avoir répondu à mes questions. Merci mon Yannick, j'étais très contente. Jamais j'aurais pensé quand tu es rentré du Sri Lanka, de Madagascar, et ben qu'un jour tu viendrais m'interviewer. Et ça me fait un grand plaisir parce que c'est une réussite. Plaisir partagé. Je suis heureuse. Et heureuse pour toi, heureuse pour tes enfants. Et puis finalement, c'est un bonheur pour nous aussi. Merci, en tout cas. Voilà. Moi, je tenais à vous remercier d'avoir pu aider mes parents à adopter parce que, alors, ils l'ont aussi annoncé publiquement quand j'avais parlé un peu de l'adoption en podcast. Voilà. Par exemple, mon papa, lui, n'était pas du tout axé dans l'administratif. Et Dieu sait que c'est très, très, on va dire, primordial pour adopter. Et vous avez été là pour les aider. Donc, je tenais à vous remercier. Un grand plaisir. Merci. À bientôt, Colette. Je te fais un gros bisou. YB Voice.